C'est bon? D'accord. Vous allez pouvoir Nadine Vernon. Ah, non, c'est parce que j'ai pris la pochette avant que vous ne soyez rentrés. C'est pour ça que je ne peux pas. D'accord, ok. Bien, donc on va pouvoir commencer. Donc déjà, merci d'avoir pu vous libérer pour ce conseil municipal du mardi 7 octobre 2025. Alors, un certain nombre d'absents excusés. Donc, je vais essayer d'aller dans l'ordre en espérant n'oublier personne. Il n'y a pas de raison. Donc, à Valérie Duru, donc, qui est excusée, qui a donné pouvoir à M. Jean-Pascal Béni. Stéphanie Gobiet, excusée, qui a donné pouvoir donc, à Isabelle Duchesne. Michel Horter, excusé, qui a donné pouvoir donc, à Jean-Yves Boucher. Monsieur Lecomte Xavier Christophe, qui est excusé, qui a donné pouvoir à Monsieur Tortet Bruno. Hervé Pélamati, donc, qui m'a donné son pouvoir, qui est excusé. J'en suis presque arrivé au bout. Karim Sibous, qui a donné pouvoir donc, à M. Frédéric Gandon. Et Nadine Verneau, qui a donné pouvoir à M. Arrivem. Donc, il y a bien 12 présents, donc on a bien le quorum. Ah, on l'a C'est peut-être dans l'ordinateur. Voilà, moi je demande, est-ce que vous êtes d'accord pour le prendre en compte, même si on n'a pas la version papier? Il faudrait qu'on l'ait, quoi. Ce serait pas mieux, hein? Ou alors il l'a envoyé tout dernièrement. Ben écoute, il n'y a pas de souci. Je dépose mon pouvoir dans ta boîte en mairie pour le prochain conseil municipal. Je me demande l'avis, est-ce que vous êtes d'accord pour le prendre en compte, oui ou non, hein? Oui? Bon, d'accord. Donc, M. Jean-Jacques Théani, pardon, excusé, qui donne son pouvoir à Virginie Suchat. Bien. C'est bon, je vais Stéphanie, c'est ça. Alors. Bien. Alors, secrétaire de séance, si on va dans l'ordre, normalement par ordre alphabétique, c'était M. Lecomte, donc il est absent excusé. Donc sur la liste, c'était M. Mélier, si on continue, qui est absent excusé. M. Pélamati est absent excusé. Mme Poiret, Mme Pouillot. Pas de problème, vous êtes d'accord? Merci. Alors, le procès verbal de la dernière fois, de la dernière séance, y a-t-il des remarques? Non. Donc je vous propose de l'adopter tout de suite. Y a-t-il des contre, des abstentions? Parmi ceux ou celles qui ont des pouvoirs, y a-t-il des contre? Des abstentions, donc à l'unanimité. Point d'information, ce sera vraiment très bref, il n'y a pas grand-chose. Donc, en plus, c'est pas moi qui l'ai posé, c'est très bien. Alors, l'opération Brioche, Jean-Yves, avec un micro. Ah ben, il y en a là-bas. Bon, alors l'opération Brioche, nous avons récolté 141 brioches. Alors il y en a 120 au niveau des deux écoles. Alors 120 au niveau. Ok, je vais essayer de parler un peu plus fort. C'est parce qu'il ne faut pas que tu bouges, tu restes bien, dès que tu es au bon endroit. Voilà. Bon, alors, oui, ça marche toujours pas. Il veut pas. Bon, on va essayer de parler un peu plus fort.
j'ai bien. Alors, 141 brioches en tout, 120 au niveau des écoles, et le reste au niveau des agents communaux, Des élus. des élus, donc voilà, pour une somme de, je n'ai pas encore fait le total, mais ça, 141 x 5, 705 euros de récolté. Donc pour la PEI des Deux-Vallées. Pour la PI. Des Deux-Vallées. Pour la PI des Deux-Vallées, exactement. Donc voilà, la totalité de la somme sera rendue demain dans la matinée. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc, traditionnellement, depuis quelques années, on passe énormément par les deux écoles. Il faut remercier d'ailleurs les personnels des deux écoles. C'est bien parce que ça met aussi un côté sensibilisation pour les enfants, par rapport notamment au handicap. Donc voilà, c'est une opération qu'on tient chaque année, puis on tient vraiment à continuer. Bien sûr. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Alors sans transition, peut-être, garde le micro pendant qu'il fonctionne, le passage de la flamme sacrée. Alors, le passage de la flamme sacrée, on a eu le document qui nous est arrivé en fin de semaine dernière. Bon, le passage se fera dans la nuit du 30 au 31 octobre, comme d'habitude, à 0h50 au monument mort. Donc il va falloir garder les yeux ouverts jusqu'à cette heure-là. Il y aura du café et du vin chaud qui sera distribué dans cette salle. Pourquoi cette salle-là? Parce que déjà l'année dernière, il y en a qui nous ont demandé d'aller aux toilettes. Et si on repart sur le garage qu'on avait à notre disposition, il n'y avait pas de toilette. Donc on a privilégié faire ça ici. Très bien, donc la flamme sacrée, donc c'est le passage, il faut préciser, de Paris à Verdun, qui commémore 1914-1918. Donc. Et il faut qu'il soit à Verdun le 1er novembre à 18h, je crois. Très bien. Alors moi j'invite celles et ceux qui peuvent venir, que ce soit des habitants de la commune, que ce soit des élus. Tous les ans, il y a un groupe d'élus qui est présent. On est toujours au moins 5, 6 ou 7. Je crois que c'est important, on est dans des moments de mémoire. Alors j'ai aussi prévenu Michel Michaud en tant que président des anciens combattants. Donc lui m'a dit qu'il ne pourrait certainement pas venir, mais voir avec quelqu'un d'autre. Donc ça en a. Très bien. Donc on a encore une autre information, je vais donner la parole à Jean-Pierre Camerini peut-être en tant qu'adjoint à l'environnement, sur la future adhésion à Apicité. Alors oui, donc on a candidaté au label Apicité, donc c'est un label de l'UNAF, qui récompense les communes qui sont engagées dans une démarche environnementale en faveur des pollinisateurs notamment. Donc là, ce sera en fait un label complémentaire à celui qu'on a obtenu, c'est-à-dire le label Ville et Village Fleuris. Donc là, on s'appuie sur un pan, on va dire, faune, alors que l'autre, on est plutôt sur de la flore, même si les deux, finalement, sont imbriqués. Donc voilà, on a candidaté, maintenant on attend les réponses du label. Voilà. Ok. Question? Non? Très bien. Autre information, on a reçu aujourd'hui les 2 rapports sur la qualité et le prix de l'eau de la part donc, de l'UCESA. On fera apparaître l'information sur nos réseaux pour que tout habitant qui le souhaite puisse consulter. On mettra le lien, évidemment. Tous les ans, je disais tout à l'heure, avant qu'on commence, tous les ans, il y a un certain nombre d'habitants qui interrogent la commune en disant « Vous avez le rapport, est-ce que vous avez… » Donc c'est un rapport très, très complet
De tête, il y a quasiment 40 pages, si je ne m'abuse, 37, 38. Beaucoup de graphiques, tous les contrôles, c'est très technique et obligatoire. Il faut le préciser, c'est important. Donc voilà. Alors sinon, dernière information qui concerne l'ordre du jour, vous avez la décision modificative numéro 3 qui vous est proposée ce soir. Elle fera l'objet d'un ajout, on y viendra tout à l'heure. Il faudra donc abonder l'opération 725 en crédit suffisant pour pouvoir payer une facture à la société Eiffage suite aux travaux de Bascon, mais ça vous sera expliqué par Frédéric Léandre qui rapportera ce point. Donc vous avez normalement la version corrigée sur votre table. De même, je vous propose d'ajouter à l'ordre du jour une 4e décision modificative qui corrige une erreur, cette fois-ci, dans un montant indiqué dans les restes à réaliser 2025, donc qui a généré une insuffisance dans l'affectation de résultats. Donc la proposition de cette décision modificative est également déposée sur votre table. Donc c'est une erreur qui date déjà d'un certain temps, qu'on a constaté, qu'il va falloir bien évidemment corriger. En cas de modification depuis le début de l'année, c'est vraiment très peu. Donc voilà. Alors, étant donné que ça a été déposé sur table, je dois demander l'accord des conseils municipaux pour que ce soit pris en compte dans l'ordre du jour. Pas de souci? Non? Très bien, donc c'est bon. Alors, on y va dans l'ordre du jour. Donc, le premier point, ce sera pour moi. Donc, présentation des points inscrits donc, dans l'ordre du jour, administration générale, démission d'un adjoint, délibération pour la détermination du nombre de postes d'adjoints. Donc, je vous rappelle que la décision du nombre d'adjoints relève de la compétence du conseil municipal en vertu de l'article L 2122.2 du Code général des collectivités territoriales. Donc, le conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Considérant donc la délibération numéro 32 en date du 27 mai 2020, qui a fait suite donc à la tenue de notre 2e conseil municipal, nous avions fixé à l'époque à 5 le nombre de postes d'adjoints au maire. Considérant la démission de M. Xavier Christophe Lecomte du poste de 3e adjoint, accepté par la préfecture en date du 16 septembre dernier, donc il est proposé à l'Assemblée délibérante de porter à 4 le nombre de postes d'adjoints. C'est-à-dire, en gros, nous avions 2 possibilités, soit rester à 5 adjoints et dans ce cas-là, dans un autre conseil, de proposer au vote un 5e adjoint, soit de finir le mandat à 4 adjoints. Donc la proposition qui vous est faite dans cette délibération 76 est de dire nous allons terminer à 4 adjoints ce mandat. Y a-t-il des questions? Non? Oui. Alors donc, dans un premier temps, au moment du premier conseil municipal, M. Lecomte était adjoint aux finances, à la culture et au patrimoine. En septembre 2022, il est devenu donc adjoint aux finances seulement. Et donc sur les finances, nous allons finir le mandat en mettant à la fois Frédéric Léandre et moi-même sur le dossier des finances. D'ailleurs, on peut préciser, on le précisera tout à l'heure, qu'on est déjà aussi en train de travailler sur l'échéancier des réunions pour la préparation du budget 2026, mais on y reviendra tout à l'heure à la fin de la séance. Donc voilà, donc le vote qui est demandé donc, est un accord pour fixer à 4 le nombre d'adjoints au maire. On peut y aller sur le vote, j'avais demandé, il n'y a pas de prise de parole, il n'y en a pas toujours pas. C'est bon, on y va. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc parmi ceux qui ont des pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Donc on a dit que nous étions au total. Nous sommes 12, dont une abstention, et il n'y aura que 7 voix pour, puisque Xavier ne participe pas. Ah oui, d'accord.
Donc ça doit faire 18 pour et une abstention, si je ne me trompe. C'est bien ça? Si, il y a une abstention. Il y a une abstention. Oui, ça fait 19. C'est bien ça. Bien. Donc on est sur 19. Les autres votes se feront sur 20. Ok, ça marche. Donc nous allons arriver à la délibération 77. Je vais céder la parole à Frédéric Léandre. On va peut-être prendre le micro parce que je pense sur le déplace qu'on a un problème. Voilà, donc, bonsoir, nous allons donc pouvoir débattre de l'acquisition à titre gratuit d'un véhicule électrique financé par de l'affichage publicitaire via la société Visiocom. Alors, en fait, je rappelle que nous avions jusqu'à présent dans notre parc automobile un véhicule électrique de marque Peugeot Partner, 5 places, dont le contrat de location sous flocage publicitaire arrive à échéance le 14 décembre prochain. Dans cette optique, la société partenaire Visiocom nous proposait quatre options différentes. Premièrement, la commune souhaitait se séparer du véhicule électrique et le restituer à la société. Deuxièmement, la commune décidait de renouveler le contrat de location pour une durée de 3 ans supplémentaires avec nouveau démarchage des entreprises pour le financement de l'affichage publicitaire. Troisièmement, la commune décidait d'acheter le véhicule à sa cote Argus et le contrat avec la société Visiocom s'arrêtait. Et enfin, quatrième proposition, la commune décidait d'acheter le véhicule électrique à sa cote Argus moins 15% et s'engageait à acquérir un deuxième véhicule électrique, celui-ci sous contrat de location longue durée et de régie publicitaire. La commission ad hoc ayant été saisie du problème, chaque conseiller ayant été interrogé également sur ce sujet, le choix s'est finalement porté sur l'option 4. En conséquence, je vous propose que la commune achète le Peugeot Partner électrique 5 places à hauteur de 19 270 € et reprenne un contrat publicitaire avec la société Visiocom sur un deuxième véhicule électrique neuf, mais cette fois-ci un Kangoo utilitaire de 2 places de la marque Renault. Le flocage publicitaire du premier véhicule serait donc retiré au profit du nouveau et à charge pour la commune. Cette décision est également motivée par le souhait de remplacer des véhicules communaux vieillissants et coûteux en entretien et en carburant. Concernant le contrat de location avec la société Locagène, les principales modalités sont l'allocation à la commune d'un véhicule neuf sans limitation de kilomètres, la durée du contrat est de 3 ans, renouvelable dans les mêmes conditions. La commune s'engage à faire circuler le véhicule de manière régulière et à l'entretenir. Le financement du véhicule est réalisé au moyen des recettes publicitaires générées par les emplacements publicitaires présents sur le véhicule. L'exploitation de ces emplacements sera réalisée par l'opérateur de régie publicitaire. Et dernière remarque, le contrat est conclu sous la condition suspensive de l'obtention par l'opérateur de la régie publicitaire de recettes publicitaires annuelles suffisantes pour permettre le financement du véhicule loué. Dans le cas contraire, le contrat serait caduc. Vous avez des questions ? Je vous propose donc d'autoriser le maire, d'une part, de signer le contrat de location du nouveau véhicule, d'autre part, de signer le nouveau contrat de régie publicitaire. Je propose de passer au vote. Donc, parmi les présents, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 20 pour. Merci pour cette unanimité. J'en profite peut-être pour dire que le
fait d'arriver à cette décision, c'est vraiment dans un cheminement comme j'aime bien. C'est-à-dire qu'on a bien travaillé en commission, de manière très sereine, ça c'est très important. Il y a eu des échanges, on est parti de 4 possibilités. Premier débat, on est revenu sur 2. Il y a eu des propositions de conseillers pour faire des petites recherches à côté, pour être bien sûr de notre coup. Et puis en bout de course, ben voilà, on a reconsulté, on est arrivé à cette proposition qui est votée à l'unanimité. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, et si ça pouvait toujours se passer comme ça partout, ce serait vraiment encore mieux. Mais c'était un petit commentaire. Je vais reprendre la parole pour la suite. Donc le rapport de la CLEC, alors donc chaque commune de la com d'Aglo doit se prononcer dans le cadre du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, qui s'appelle donc CLEC, dès qu'elle est saisie d'un sujet et qu'elle elle-même se prononce. Donc là, il s'agit de la restitution dans la commune d'Aglo à la commune de Jolgonne de la maison de santé qui est donc implantée sur son territoire. Alors, c'est relativement long, le texte est relativement long, je ne pense pas qu'il faille que je vous relise tout, ça serait un peu fastidieux. Donc, on est tout à fait dans le cas où il y a un bâti qui appartenait donc à la commune d'Aglo et que d'un commun accord avec la commune, il y a le passage en termes de propriété donc, de la com d'Aglo à la commune. Alors, c'est un sujet qui, bien évidemment, a des incidences, y compris, par exemple, quand il y a encore des locataires dans ces locaux ou autres. Donc là, vous avez vraiment tous les détails, y compris les détails sur la maison de santé, sur les locaux qui vont rester libres et sur la recherche du personnel médical qui pourrait être affecté dans ces locaux libres. Donc voilà. Alors, ça n'a pas fait l'objet d'un très très long débat en CLEC. Nous étions avec Michel Horter, Éric Brem était là aussi, hein. Donc les membres titulaires. Si Eric Brem, tu vas rajouter quelque chose? Non? Bien. Voilà. Je vous propose, à moins qu'il y ait des questions, n'hésitez pas. Hein. On est dans la procédure obligatoire. Hein. La CLEC décide, vote quelque chose, ça doit être conforté par le vote des communes. Voilà. Donc on va passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Parmi... Ah, pardon. Alors, une abstention. Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient. Donc, adopté par 18 pour et 2 abstentions. Nous allons passer à la délibération suivante, qui concerne... attendez juste un instant. Donc, concerne l'urbanisme, c'est donc alors, débat sur les orientations générales du PADD, c'est le projet d'aménagement de développement durable du PLUIH, plan local d'urbanisme intercommunal et habitat, qui a fait l'objet d'un échange et d'une présentation au sein de la commission de combien de temps? 8 jours, 9 jours, 10 jours, je ne sais pas, il y a très peu de temps. Donc voilà. Alors, il ne s'agit pas de la voter, il s'agit de prendre acte du fait que ça a été présenté dans les conseils municipaux. Donc là aussi, on est dans une procédure liée à notre com d'Aglo. Donc je ne sais pas si derrière moi, on voit quelque chose. Voilà. Donc ce PADD, ça va être la pièce maîtresse donc, de notre plan local d'urbanisme intercommunal. Donc ça exprime les projets politiques et les choix d'avenir pour notre agglomération à horizon de 2040. Ça doit aborder les thématiques précises telles que l'aménagement, les équipements, l'urbanisme, les paysages, la protection des espaces naturels, agricoles, forestiers, la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques. Ça doit fixer aussi les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. C'est la loi climat et résilience. Alors ça, c'est quelque chose de très important puisque vous verrez, vous le savez déjà bien évidemment, qu'il y aura une limitation donc, de la possibilité de construire, d'avoir du foncier
qui, au fil des années, à échéance de 2050, va se réduire jusqu'à arriver à zéro. Donc, et ça doit être aussi traduit donc, dans le zonage et le règlement. Donc, c'est un document qui est un document purement technique, normalement, à l'usage de tous. Donc, nous avons les orientations. Donc, parmi les trois grands défis, il y a le développement, le rayonnement et l'attractivité du territoire, en tirant parti de son positionnement stratégique, la consolidation de l'organisation territoriale, donc assurer un développement équilibré du territoire, ancré sur les rôles de polarité et redynamiser les centres-villes et les centres-bourgs, et la réussite de la transition écologique. Donc vous avez en dessous notamment tout l'échéancier de ce qui s'est déjà passé. Donc ça a commencé en 2022, puisqu'on avait eu des ateliers thématiques, il y a eu des comités de pilotage derrière, on a eu des ateliers territoriaux, on a eu des conférences des maires, 2 conférences des maires, on a eu une réunion des personnes publiques associées, on a eu 4 réunions publiques organisées donc, par la commune d'Aglo, réparties donc, sur le territoire de la commune d'Aglo, et on a eu la traduction du PADD donc, sous forme de zonage. Alors après, normalement, on arrive à l'axe 1, parce que comme je l'ai dans le dos, je ne vois pas, c'est bien ça, l'axe 1. D'accord. Dans les orientations, 2 orientations principales sur ce slide-là, soutenir l'attractivité et le développement équilibré du territoire et répondre aux besoins au logement en intégrant les enjeux de sobriété foncière. Donc là, ça va être du chiffrage carrément que vous avez. Alors, je vais aller tout de suite sur le deuxième, hein, puisque vous avez vu dans les objectifs reconquérir le bâti délaissé. Donc investir sur 542 logements vacants d'ici 2040, ce qui correspond sur l'ensemble du territoire à 36 par an. Je vous rappelle qu'en commission, pas trop ici en conseil municipal, mais en commission, on a eu souvent des débuts d'échanges sur les logements vacants. Hein, lors du recensement, alors là je parle de tête, Stéphanie, si vous avez le chiffre exact, mais je crois qu'on est à 141 logements vacants sur la commune. Hein. J'hésite entre 140 et 141. Organiser la production de 2500 logements nouveaux. Stopper l'urbanisation linéaire. Alors ça, c'est l'urbanisation linéaire. Nous, on est concernés, entre autres, notamment par rapport aux bourgs et aux hameaux. L'idée étant qu'il ne faut pas aller vers une liaison entre les bourgs et les hameaux, hein, pour faire le linéaire, hein, c'est le cas de dire, la file. Donc laisser des espaces tels qu'ils existent ou légèrement à la marge touchés quand le PLUH sera définitivement arrêté. Donc de mobiliser en priorité le foncier disponible au sein des espaces urbanisés. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les dents creuses. Ce sont toutes les petites zones où il n'y a pas de construction, où on peut avoir de la friche, on peut avoir un petit bosquet, on peut avoir du terrain délaissé, du verger ou autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les dents creuses. Donc encadrer l'évolution des hameaux et des hectares. Donc là aussi, ça revient à mon propos d'avant, c'est-à-dire par rapport aux hameaux et aux écarts, être très attentif sur la zone où des choses peuvent être construites, prioriser l'ouverture à l'urbanisation. Alors, je ne sais pas, ce qu'on peut faire, c'est qu'au fur et à mesure, si à un moment donné, vous voyez une interrogation, un ajout de votre part, vous intervenez, parce que sinon, je ne vais pas défiler tout, sauf si vous me laissez le faire. C'est comme vous le souhaitez. Donc, sur cette première partie, s'il y a des demandes d'explication ou autre, oui, monsieur Tortet. Oui, juste une petite question. Par exemple, le rachat des logements vacants, est-ce que ça va avoir un impact au niveau des communes ou est-ce que c'est directement géré par l'intercommunalité? Le rachat, c'est-à-dire le fait que les gens qui ont des biens les vendent eux-mêmes. Non, il est prévu un rachat de... Ah, prévu un rachat par la commune ou l'intercommunalité. Voilà, ce sera sur les finances de la commune ou finances de l'intercommunalité. A priori, non, n'importe comment, étant donné que tu fais partie de la commission finance, tu sais très bien qu'on est dans la capacité complète de racheter 140 logements. Oui, d'accord. Après, Donc, il n'y a pas de souci. Non, mais il n'est pas prévu qu'il soit racheté dans l'immédiat. Non. Après, il est prévu Non,
Les communes où ça se fait actuellement, ça s'est joué essentiellement par le fait d'arrêter de signer le document qui permettait l'exonération des taxes foncières. Et donc là, il y a des gens, comme ils voyaient qu'ils étaient obligés de payer le foncier, ils sont mis à vendre. Donc dans les communes, par exemple, où ça a énormément baissé, il y a Jolgon, qui n'a quasiment plus aucun logement vacant. D'accord, c'est ça, réinvestir dans 542 logements vacants, soit 32 logements, 36 logements par an. Qu'est-ce qui est entendu par réinvestir? Pardon? C'est réhabiliter, faire procéder au... D'accord, c'est pas un rachat des biens immobiliers par l'intercommunalité non. ou par la commune. Non, c'est juste pour une précision, c'est tout. Oui, non, franchement, j'avais même jamais pensé à ça, pour être franc. Mais, oui. Ouais. Ah oui, ça aurait pu être une décision. Alors, budgétairement, on multiplie le nombre de logements par un prix moyen, on va compter aller à 150 à 200 000 euros, et on fait le calcul rapidement, et on regarde la faisabilité. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Non? Ok, donc on va continuer tranquillement. Donc après on arrive donc à la diversification du parc de logement, c'est bien cela? Voilà. Et la mobilité adaptée aux besoins du territoire. Donc là, on a l'initiative de développer une offre d'habitat adaptée à toutes les étapes du parcours résidentiel. Alors vous avez dû lire un petit peu aussi tout ça hein, pour préparer. Donc c'est favoriser l'émergence de logements abordables, adaptés aux jeunes et aux seniors. Donc un des constats, en effet, c'est que notamment par rapport à la jeunesse, on a très peu de logements, et on a très peu de logements du type T1, T2 par exemple. Et là, il y a un gros manque. Alors ça peut être la jeunesse ou ça peut être des personnes seules aussi. Et là, il y a vraiment de quoi faire. Et si on le lie aussi, par exemple, au fait d'essayer d'introduire un certain nombre de formations de type universitaire sur le territoire, là, ça a d'autant plus d'importance. Développer une offre résidentielle qualitative pour attirer des nouveaux profils de ménage, et développer une offre locative, notamment sociale. Donc là, l'offre locative sociale, elle est quasiment exclusivement faite au niveau de Plaisance. Après, nous, il y en a d'autres aussi. Hein. Pardon? Oui, un peu plurial. Ouais, l'Opale, pas trop chez nous, mais un peu sur les territoires. Par exemple, l'Opale, notamment sur Nogent-l'Artaud, où ils viennent de développer un certain nombre de... Ils sont tous territoires du sud de l'Aisne. Oui, mais... Ils ne sont pas majoritaires par rapport à d'autres communes. Oui, c'est ça. L'Opale... De toute façon, l'Opale maintenant est associé avec Plaisance. Oui. L'Opale en tant que tel est un peu moins implanté sur le sud de l'Aisne par rapport à Plaisance notamment, mais en effet, il y a un travail commun sur le logement social qui est fait. La commission est mixte, donc... Oui. Oui. Donc, assurer une mobilité adaptée aux besoins du territoire avec la position du pôle urbain à l'échelle régionale et des bassins de vie. Donc, ça, c'est tirer profit du positionnement stratégique du territoire, développer les intérêts. Alors, ça, c'est lié notamment donc, à la gare, au réseau autoroutier, essentiellement. Promouvoir une mobilité durable, donc, c'est optimiser le réseau de transport collectif, désenclaver le Tardenois. Donc, ça, c'est un sujet que les plus anciens connaissent depuis bien longtemps, le désenclavement du Tardenois, routier et ferroviaire. Valoriser la future véloroute voie verte. D'ailleurs, on a eu un petit échange, un petit point d'information au bureau de la Com d'Aglo hier sur ce point. Oui. Pardon? La voie verte, l'argent a été bouffé. Alors, donc, souvenez-vous que sur cette voie, en gros, le côté marnais terminé, hein, pour aller vite, le côté 77 terminé, et au milieu, un gros trou. Le seul endroit réalisé, il faut le reconnaître, c'est sur la ville de Château-Thierry, là où c'est réalisé, quand même, on peut dire. Voilà. Et donc là, l'idée, ça serait aussi de travailler sur une partie... bon, d'un côté, on a Asie et Saône, hein, et de l'autre côté, on a Tréloux, pour aller vite. Tréloux et Passy. Donc, il faudra bien que ça avance un jour. Alors, Les 1,5 million qui avait été attribué ont été bouffés. Oui, mais il y a toujours tout un travail qui est fait, notamment par rapport aux propriétaires. Hein. Il y a de l'expropriation en cours, des choses comme ça. Mais après, il y a tout l'aspect financier. Je rappelle pour mémoire que nous, ça nous bloque énormément.
parce qu'on avait tout un projet d'aménagement du bord de Marne, qu'on a gardé pour l'instant dans les tiroirs, parce que tant qu'il n'y a un effet, ça ne sert à rien. On ne peut pas faire l'aménagement si ce n'est pas en cohérence avec cette voie. Le développement urbain, donc, qui limite les flux et conforte les polarités des territoires. Ensuite, nous avons donc tout ce qui est de l'axe d'un territoire dynamique qui conforte le rayonnement économique. Alors là, il y a un certain nombre de choses aussi. Donc avec la veille sur l'attractivité des zones économiques et de créer un écosystème économique favorable. Alors développer l'accès à la formation aussi, j'y venais tout à l'heure par le biais aussi des formations universitaires, mais pas seulement. Créer des espaces verts et services partagés pour les entreprises et compagnie et compagnie. Structurer une offre commerciale cohérente et équilibrée. Donc là, vous avez la revitalisation des centres-bourgs et centres-villes. Vous avez vu, il y a eu plusieurs articles, notamment sur Neuilly-Saint-Front, sur les centres-bourgs dernièrement. Encadrer les possibilités d'implantation des commerces intermédiaires et majeurs. Donc c'est contenir le développement des zones commerciales, requalifier les zones existantes. Toujours dans cet axe 2, l'affirmation du positionnement touristique du territoire et le fait de conforter la place de l'agriculture et d'accompagner les mutations. Donc là aussi, vous avez un certain nombre d'axes qui sont exprimés. Alors, le territoire préservé et durable. Donc là, nous avons l'adaptation aux enjeux territoriaux, donc avec la préservation, je dis bien la préservation des trames écologiques et le développement de la biodiversité dans la trame urbaine, le fait de ménager et gérer durablement les ressources naturelles et limiter l'imperméabilisation. Alors ça, c'est maintenant, il y a un certain nombre de contraintes, notamment sur les nouvelles constructions, les nouveaux permis de construire, qui sont assez importantes, on le voit, et on verra si ça suffit. Là aussi, il y a tout un boulot qui va être fait, notamment lié au fait des inondations récurrentes sur un certain nombre d'endroits du sud de l'Aisne, qui pourraient aller d'ailleurs peut-être très très loin, y compris dans l'attribution des permis de construire individuels, où il y aura peut-être un certain nombre de mesures qui seront liées au fait de ne pas imperméabiliser, voire de pouvoir contenir de l'eau sur sa parcelle. Et ça, on n'en est pas encore là, mais ça sortira certainement prochainement. Le fait de prévenir évidemment l'exposition des personnes et des biens au risque et des nuisances. Donc avec toutes nos zones de risque majeurs et s'assurer une gestion des risques en amont, parce qu'un des gros problèmes, c'est que si on travaille sur les risques d'inondation à un endroit lambda, il faut s'assurer que ce qui est fait n'a pas d'incidence ou mesurer les incidences qu'il peut y avoir en aval et en amont. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller de manière purement individuelle, notamment par exemple s'il y a des réservoirs qui sont faits quand on va relibérer l'eau, on ne peut pas la relibérer de n'importe quelle façon. Selon le débit où on va relibérer l'eau, ça peut avoir un impact en dessous. Donc ça, c'est assez complexe. Ce qui veut dire aussi que par rapport à la commune, il faudra que la commune et la future équipe municipale s'inscrivent fermement dans tout ce qui pourra avoir lieu en termes donc de travail sur les inondations, contre les inondations. Valoriser les entités paysagères, donc c'est la qualité, la diversité des paysages, l'accompagnement de l'évolution des paysages aussi, et renforcer l'attractivité du cadre de vie en luttant contre la banalisation des paysages. La trajectoire zéro artificialisation, c'est un mot avec lequel j'ai beaucoup de difficultés, net en 2050, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sur ce sujet aussi, il y aura certainement à réfléchir sur la commune, sur les points de fraîcheur qui seront nécessaires. Il y a déjà beaucoup de communes qui travaillent là-dessus. Bon, il y a quelques idées qui seront certainement soumises en commission environnement avant la fin du mandat. Je crois qu'on s'approche de la fin, si je ne m'abuse. Alors là, vous avez une carte qui va être peut-être difficilement lisible. Et donc, la question, c'est et après. Un premier point, c'est que depuis qu'il y a eu le débat sur ces orientations, sur les
orientations du projet d'aménagement de développement durable en conseil communautaire, donc il est possible au maire de surseoir à statuer sur les autorisations d'urbanisme qui compromettraient l'évolution du PLUIH. Donc qui compromettraient l'évolution du PLUIH. Donc ce sursis à statuer donc, permet de suspendre temporairement, au plus pendant 2 ans, l'examen d'une demande. Il permet aussi à la commune de ne pas appliquer la règle en vigueur au moment où elle est saisie pour pouvoir appliquer plus tard les futures règles. Prochaines étapes. Donc il va y avoir l'élaboration du programme avec le volet habitat, la rédaction du règlement des orientations d'aménagement et de programmation par secteur ou par thématique, la finalisation du plan de zonage avec l'arrêt de projet prévu en 2026 avec une phase administrative pour approbation fin 2027. Donc vous voyez que ça a commencé en 2022 et si tout va bien, tout sera bouclé en 2027, c'est-à-dire 5 années. S'il y a des questions, des demandes d'explication, des interventions que ce soit, n'hésitez pas. Non? Oui? Du coup, là, ça va être en plus du PLU et il va être modifié. Il n'y aura plus de PLU locaux. Ah oui, donc ça va être. Ça sera le PLUIH. Ouais. C'est-à-dire que l'ensemble des communes sera sous la coupe de ce PLUIH. Voilà. Oui. L'intervention de Virginie à l'instant. Oui. Alors il y a plusieurs choses et je m'en rendais compte en présentant de manière un peu rapide peut-être parce que bon, ce document, à force de lire, de connaître et tout, je me dis, ce sont beaucoup de mots et on a peut-être un peu de mal aussi à voir quelle traduction ça pourrait avoir, ça aura, je ne sais pas. Et puis après, il y aura les débats politiques aussi. C'est-à-dire, est-ce que dans cette forme-là, ça aboutira? Est-ce que ce sera modéré? Est-ce que ce sera ralenti? On commence à dire que les échéances sont peut-être trop rapprochées, qu'il faudrait peut-être les éloigner un peu, ça va être compliqué. Après, sur le foncier, au niveau des entreprises, par exemple, quid d'une entreprise qui demanderait 50 hectares ou 60 hectares de foncier et où la réponse locale serait de dire non, vous ne pouvez pas vous implanter chez nous parce qu'on les a tués. Donc voilà, il y a tout un tas de choses. Alors il y a un cas très précis d'ailleurs dans une région où l'entreprise a dit c'est pas grave, je vais aller en Belgique, en Allemagne, parce que je ne peux plus m'implanter chez vous, c'est pas très loin, en voyez. Alors donc c'est tout l'objet de concilier justement la dimension environnementale naturelle avec une poursuite quand même de vie sociale, économique sur les territoires, les développements. Donc voilà. Donc il ne s'agit pas de voter pour ou contre, il s'agit de voter pour dire qu'on en a pris acte. Pas d'autres remarques, allez-y, n'hésitez pas. Hein. Non? Bon, très bien. Alors on va quand même voter pour savoir si on est pour ou contre le fait d'en avoir pris acte. Non? Mais non, on va voter quand même, je pense que ça soit nécessaire. Donc voilà. Délibération suivante. On va redonner la parole à M. Grandon pour la délibération 80 sur les travaux de voirie, donc rue Saint-Rémy, l'attribution de marché. Ça a l'air de fonctionner. Alors, nous allons parler des travaux de voirie dans la rue Saint-Rémy à Bascon. Donc, les travaux ont été inscrits au budget primitif en 2025 à hauteur de 145 642,80 €. Un appel d'offres a été lancé avec comme critère 60% le meilleur prix et 40% la valeur technique. 3 entreprises ont répondu. Le premier Eiffage, deuxième Colas et troisième RVM. Et c'est RVM qui a répondu au mieux aux 2 critères avec une offre à 119 138,04 €, toutes taxes comprises.
et hors taxe à 99 281,70. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Pardon? Quelle sorte de Revêtement. revêtement? La même chose que la rue du Maquis ou ils font. Oui, il me semble. Ils font Non, c'est de l'enrobé. La rue du Maquis, c'est sur le même procédé que la rue du Maquis, c'est sur celui qu'on a été obligé de reporter parce que la machine est en panne. Non, là, c'est vraiment de l'enrobé. C'est vraiment de l'enrobé. Oui, oui, oui. Avec grattage et. Grattage et enrobé. Oui. D'ailleurs, on le voit au coût, hein, par rapport à l'autre qui était vos bascons pour aller vite, qui avait un coût bien inférieur alors qu'il y a beaucoup plus de distance de l'anglais. Alors, le deuxième point, c'est la création. Attends. Vous êtes voté quand même. Excusez-moi. D'autres questions? Non? Bon, c'est un secteur qui aura eu beaucoup de travaux, hein, puisqu'il y a eu des travaux sur l'eau, là, qui ont été assez longs, hein, qui ont commencé à Bourrèche, qui sont terminés au rond-point de Moncourt, avec une certaine nuisance pour les riverains, mais d'un autre côté, c'est fait. Alors, je relisais justement dans le rapport de l'UCEDA sur l'eau, le nombre de litres par kilomètre et par heure qui sont perdus dans les canalisations qui fuient. Et c'est faramineux, hein, c'est faramineux. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, c'était du 3 litres par kilomètre par heure sur les canalisations, dans certains secteurs. Énorme. Enfin, voilà. Donc, on va voter. Donc, parmi les présents, donc, qui est pour l'attribution du marché, qui est... pour. Ah, pardon, oui, j'ai fait voter maintenant. J'ai voulu qu'on fasse un peu de sport. Allez, qui est pour? Maintenant, je suis obligé de compter les mains. Très bien. Parmi ceux qui ont le pouvoir, heureusement qu'on ne peut avoir qu'un pouvoir, qu'on n'a qu'un pouvoir. Parmi ceux qui ont un pouvoir qui est pour, eh bien, ça se présente plutôt bien, donc il n'y a pas de contre, il n'y a pas d'abstention. Ah si, pardon. C'est un contre ou une abstention? Une abstention, d'accord. Donc ça fait donc 19 pour et une abstention. Bon, Frédéric, là, tu n'es pas habitué à présenter, donc tu penseras bien qu'on va voter avant que tu passes à la suivante. Ben, tu peux passer à la suivante. Des points lumineux. Alors, pour les points lumineux, donc la création, point lumineux, chemin du SSA au hameau de Vaux. C'est ça, oui. C'est ça. Alors, pas d'éclairage public dans ce chemin. Donc, après échange avec l'UCEDA, décision d'équiper de 3 points lumineux sur des poteaux béton qui existent déjà. Le coût total de l'opération est de 3 759,52 €, donc hors taxe, dont 2 515,40 € à la charge de la commune, soit une aide de l'UCEDA de 1 244,12 € hors taxe. Coût qui peut varier suivant les travaux quand ils seront effectués. Y a-t-il des questions? Non. Oui, ça sera en LED. Alors, en fait, dans un premier temps, on avait vu donc, avec GPIE et l'UCEDA la possibilité de mettre du solaire. Et en fait, comme il y a les poteaux et tout, ça va revenir moins cher, je vais dire, de prolonger. Alors, si vous connaissez bien l'endroit, donc ça monte, le chemin du CSA, ça avance, et en bout, il y a quelques constructions nouvelles. Et c'est un coin qui avait été complètement délaissé au niveau de l'éclairage public. À plusieurs reprises, les riverains avaient une demande qui me paraît tout à fait légitime, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc on a essayé de trouver un moyen pour pouvoir équiper d'un éclairage qui sera soumis aux mêmes règles que l'ensemble de l'éclairage communal, à un coût léger. Alors vous avez remarqué qu'on n'est plus sur du 50-50 avec le CEDA, certainement. Bon, alors mis à part le contrôle, là, où la part est différente, mais vous voyez que notamment sur le réseau, et même sur le matériel, on n'est plus à 50-50. Dans le temps, l'UCEDA était à 1. Alors, il y a très longtemps, l'UCEDA était à 60 pour les communes, 40 pour l'UCEDA. Ensuite, pendant longtemps, on est passé à 50-50, et là, l'UCEDA repasse à 60 pour les communes et 40 pour l'UCEDA. Voilà. Voilà.
Donc, on peut passer au vote. Donc, qui est contre parmi les présents? Qui s'abstient parmi les pouvoirs? Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, donc 20 pour. Et bien, tu continues, Frédéric, la 82. Alors, donc là, on est en rénovation de l'éclairage public des coquelicots en LED. Alors, projet voté en mars 2024 pour mettre 100 points lumineux dans la commune en LED. Mais l'UCEDA ne s'est pas positionné sur le projet. Suite au rendez-vous avec le technicien, il a été proposé de faire dans un premier temps uniquement les coquelicots et la rue du Tartre pour 57 lanternes. Le coût total est de 24 132,16 € hors taxe. L'UCEDA 9 547,90 et la commune 14 584,26. L'opération a inscrit soit dans le budget de cette année ou celui de l'année prochaine. Y a-t-il des questions? Non. Pourquoi faire un lotissement qui est plus récent de 7 ans? Alors, C'est un choix de la commune? non, mais tu as raison de poser la question, ça se tient. Donc, si on remonte encore un petit peu avant, je vous rappelle qu'on avait décidé en conseil municipal de faire une opération par rapport à nos 417 points lumineux, qui était d'en faire 100 par an, donc pendant 3 ans, ce qui faisait déjà 300, ce qui était déjà pas mal, de changements. Donc, il s'avère au niveau de l'UCEDA que le marché qu'on leur propose est important pour eux. Et à chaque fois, c'est pas passé. Pendant 2 années, il n'est pas passé comme considéré par l'UCEDA comme trop onéreux. Donc la stratégie qui a été suite à la rencontre que nous avons eue donc avec GTE et l'UCEDA, c'était de dire on va faire un projet plus limité. On garde quand même sous le coup de le 100 au cas où ça passe, puisque les budgétés, à mon avis, il ne passera pas. On aura le 50, donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a le projet à 50, c'est une opération qui existe dans le budget. Donc on n'a pas de souci là-dessus, on n'a pas de modification à faire, on n'a rien du tout à faire. Alors après, il fallait trouver, j'ai envie de dire, un lieu qui corresponde en gros une cinquantaine. Donc on a commencé à regarder aussi quelle est la consommation, est-ce qu'ils sont plus ou moins énergivores à tel ou tel ou tel endroit. Donc il semblerait, d'un point de vue stratégique, que pour commencer, ce ne soit pas trop mal de le faire au niveau des coquelicots. Il y a d'autres endroits. Donc on va voir déjà, ça passe, si ça passe, on a un volet de 45 à 50 LED possibles, sans changer les poteaux, que ce soit bien clair. L'idéal pour une commune, mais on n'en a pas les moyens, ça serait un changement complet avec une esthétique plus jolie, hein, mais on n'en est pas là. L'essentiel, c'est de passer le plus possible en LED, en essayant de supprimer les plus énergivores en premier. J'en profite pour dire que parfois dans la commune, vous voyez que c'est allumé, donc il y a parfois des habitants qui s'inquiètent en disant à la commune, bah, tiens, moi, toute ma rue elle est allumée ou quoi. C'était le cas il y a 2 jours, non, hier, c'était le cas hier. Donc il ne faut pas vous inquiéter obligatoirement, hein. On a notre système de gestion, c'est pas nous là, c'est GTIE. GTIE donc a fait le contrôle de toute la commune, de tous les points lumineux de la commune, et quand ils font le contrôle des points lumineux, qu'est-ce qu'ils font? Bah, évidemment, ils s'allument par réseau. Donc voilà. Très bien. On peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, on y va à l'unanimité de 20 pour. Je vous en remercie. Ah, j'ai pas vu un contre. Ah, j'ai pas fait attention. Je vais aller un peu vite. Alors, donc, je recommence. Donc, c'est un contre par là. Hein. D'accord. Ok. Donc 19 pour un contre, donc c'est adopté. Je vais céder la parole pour les dernières délibérations à Frédéric Léandre. La 83. Alors, tout d'abord, nous allons passer à la décision modificative numéro 3. Dans un premier temps, nous avions besoin d'une décision modificative
afin de pouvoir disposer des crédits nécessaires permettant l'achat du véhicule électrique Peugeot Partner 5000 places dont je vous ai déjà entretenu. Vient se greffer là-dessus un besoin afin de remplacer quelques guirlandes de Noël, dont celle décorant la façade de la mairie, qui est hors d'usage. Le devis ayant été reçu récemment, il n'a pas été présenté en commission des finances. Cependant, compte tenu des délais de livraison et le fait que Noël se passera cette année le 25 décembre, il s'avère nécessaire de réaliser cet achat sans attendre. De plus, la société Eiffage ayant réalisé les travaux de voirie dites de la Noue à Bascon, les crédits qui avaient été votés à l'opération 725 se sont révélés insuffisants. En fait, ceci est dû à une sous-estimation du coût des travaux de la part du maître d'œuvre. Ce qui nous amène à une décision modificative numéro 3 proposée de la façon suivante. Nous allons chercher les crédits disponibles dans la réfection de la salle polyvalente qui ne se fera pas cette année et nous prenons les 21 879,77 € pour abonder l'acquisition d'un véhicule utilitaire pour 19 270 €, les illuminations de Noël pour 1 848,97 € et enfin la différence entre l'estimation qui avait été faite des travaux de la Noue à Baston et la facture qui a été produite pour 760,80 €. Avez-vous des questions? Le maître d'œuvre, il a eu des pénalités quand même, le 17 complet. C'est quand même son boulot d'évaluer. Alors, on va voir ça avec lui. l'estimation datait de février dernier, enfin 2024. Les travaux ont été faits en juillet 2025. Oui. Il y a déjà eu une part de... Bon. Et de toute façon, il y a eu 3 devis qui ont été produits sur ces travaux-là, et les 3 devis étaient supérieurs à l'estimation. Donc évidemment, le devis qui a été choisi est le moins 10 ans. Mais je suis d'accord. C'est pas la première fois que ça arrive, hein, avec les maîtres d'œuvre. On n'a pas eu de souci sur le gros. Oui, on n'a pas eu de souci sur le gros œuvre qui était la chaussée. Hein, sur la chaussée, là, on n'a pas eu de souci. Et la Noue, elle se situe juste en face de l'arrêt de bus, hein, au niveau du stop, là, juste avant le stop. La Noue, c'est tout simplement le fait de dériver l'eau, hein, qui va dans le rue, là. Elle est en ciment d'ailleurs. Et c'était vraiment la petite opération. Au départ, 1000 et quelques, 1500 € au départ. Et puis il s'est avéré en effet, non, sur le fond, t'as pas tort Pascal, sur le fond. T'as pas tort. D'accord. C'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la première fois encore. Ça aurait dû être renégocié. Alors c'est la première fois qu'on est obligé de faire une modification, une décision modificative. D'habitude, ça rentre toujours. Parce que par rapport au devis, on est en dessous. Donc même s'il y a un petit surcoût, ça rentre toujours. Et là, ça déborde. Tout à fait. Pourquoi la réflexion d'un salle polyvalente n'avait pas réalisé? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un début de travail des commissions avec un bureau d'études. Et il s'avérait que c'était très très complexe parce que les premières versions nous amenaient à... Alors là, je parle purement de tête, je n'ai pas le dossier sous, hein, mais, à des travaux à hauteur environ de 870 000 € environ. Et il y avait un désaccord entre les élus et le bureau d'études sur l'isolation. Isolation intérieure, isolation extérieure, entre autres. Et puis il y avait d'autres questionnements sur le réagencement de toute l'entrée à gauche, là où on a les toilettes, douche et tout ça. Donc c'était un peu compliqué. Et donc financièrement, ces 800 et quelques mille, c'était pas absorbable comme ça du jour au lendemain. Et il s'est avéré qu'à un moment donné, on a dit pour l'instant, on budgète quand même pour essayer de faire avancer le dossier. Et puis on a vu qu'on n'arrivait pas à le faire avancer, donc pour l'instant, c'est resté dans l'état. Voilà. Alors donc par contre, ce qui avait été fait, ce sont les travaux d'urgence. Puisque vous vous rappelez peut-être qu'on avait des poutres de bois qui étaient fortement abîmées. Donc là, on a trouvé une entreprise, c'était pas facile, puisque c'est M. Gandon là, qui a sollicité 3 entreprises
Sur les 3, il n'y en avait plus qu'une qui était en capacité de le faire. C'est bien ça, hein? Oui, il y en a encore. Ouais. On a eu de la chance. On a eu de la chance que l'entreprise soit bien sympa, qu'elle nous le fasse rapidement par rapport à son planning et tout. Donc ça, on l'a fait, c'était une opération en urgence, qui par ailleurs donc n'avait pas été, à l'époque budgétée, n'avait pas fait l'objet non plus de demande de subvention. Donc on a fait une demande de subvention un peu en catastrophe. Et heureusement, et j'en ai remercié, monsieur le sous-préfet a accepté de subventionner en partie ces travaux, ce qui nous a bien aidé. Parce que là, on était très limite, hein. On aurait laissé encore un an ou deux, la salle aurait peut-être pu être fermée. Hein. Pour tout vous dire, il y avait un endroit où on prenait une fourchette, on enfonçait dans le bois. Donc là maintenant, c'est tout neuf, c'est tout beau, c'est tout solide. C'est bien fait pour qu'il n'y ait plus l'infiltration de l'eau, mais que l'eau qui descend des piliers s'écoule au lieu de s'infiltrer entre du métal et le bois. Voilà. Et je répondais à ta question. D'accord, mais du coup, ça sera revu et ça pourra peut-être être fait par tranche. Une autre municipalité, je pense. Je pense pas qu'avant. Voilà. Il y a des projets de toiture quand même. Pardon? Il y a des projets Velux. Ah oui, il y a quand même des projets de mise en conformité, notamment au niveau des Velux. Les fumées aussi. L'extracteur de fumée, toutes ces choses-là, pour être vraiment bien aux normes complètement. C'est important. Cette salle est fortement utilisée. Il faut savoir que le jour où une municipalité s'engagera à faire les travaux dedans, ça veut dire peut-être qu'on avait commencé à voir, c'était quasiment pendant 6 mois, c'était fermé. Donc ça veut dire que les associations ne peuvent plus y aller, ça veut dire que les écoles ne peuvent plus y aller, et ça veut dire qu'on ne peut plus la louer. Les travaux, ça faut compter un mois. Il faut trouver le mois. Pardon? Le mois prendre. Oui, quand je dis les écoles, il y a aussi le centre de loisirs et l'accueil du mercredi, un périscolaire du mercredi, bien sûr. Donc moi, mettre un chapiteau sur le parking à la place, mais bon, ça ne pourra pas se faire comme ça. Voilà, et avons-nous répondu avec M. Gandon à ta question? Très bien. On n'a pas voté? On va passer au vote. Donc sur la délib 83, donc on est bien là, hein. Y a-t-il des contre? Abstention? Parmi les pouvoirs, contre? Abstention? Donc 20 pour. Merci. Nous arrivons à la dernière? L'avant-dernière. Eh bien vas-y, c'est encore un choix. Donc, nous arrivons à l'acquisition du véhicule électrique, toujours et encore, et une demande de subvention auprès de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry. Donc, je vous rappelle que nous avons décidé l'achat du véhicule électrique pour un montant total de 19 270. Il est donc proposé de solliciter une aide auprès de la CRCT au titre de la première sous-enveloppe des fonds de concours pour 25% du montant de l'opération hors taxe. Donc celle-ci se présentant pour 16 058,33 € hors taxe, soit 19 270 € TTC. Le montant de la subvention du fonds de concours pour 25% ferait 4 014,58 €, ce qui resterait à la charge de la commune 12 043,75 € hors taxe et TTC 15 255,42 €. Vous avez des questions? On continue à piocher dans l'enveloppe en question. Voilà. Ouais. Au grand dam de M. Gandon, qui était parmi les artisans de ce projet. Alors, donc, je vous invite à approuver la demande de subvention auprès de la CAP. On peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 20 pour. Adopté. Merci. Cette fois-ci, la dernière. Donc, nous arrivons à l'ajout de la délibération numéro 85, qui est une décision modificative numéro 4. Cette fois-ci, nous apprenons qu'une décision modificative s'avère nécessaire car il a été constaté qu'une somme dans les restes à réaliser budgétés cette année n'avait pas été correctement évaluée. En effet, nous avions inscrit la somme de 64 785 € en recette des restes à réaliser
au titre d'une subvention APV attendue dans le cadre de la deuxième tranche des travaux de voirie de la route du Thiolet. Cependant, la commune avait perçu le versement de la moitié de cette somme par acompte demandé en 2024, soit 32 392,50. Le montant des restes à réaliser aurait dû être déduit de cette somme et donc porté à 32 392,50. Cette situation a donc généré une insuffisance d'affectation des résultats qu'il convient de corriger par une décision modificative numéro 4, telle que ci-dessous proposée. Vous les avez sous les yeux. Est-il important que je la détaille? Merci. Vous avez des questions? C'est bon? On passe au vote aussi. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 20 pour. Nous sommes arrivés au bout. Alors, oui. J'ai omis une chose concernant le passage de la flamme sacrée. Il faudra penser à mettre l'éclairage sur le parcours. Donc voilà. En sachant qu'on démarrera d'eau jusqu'à l'avenue du Général de Gaulle. Très bien. Alors, nous avions un conseiller qui n'est pas présent, qui avait déposé 6 questions, si je ne m'abuse. Donc, les questions sont de droit, les questions, d'ailleurs, régulièrement, on en a eu, souvent une, deux. Là, c'est 6. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas, moi, j'avais préparé les réponses, mais comme il n'est pas là, peut-être qu'il faut attendre le prochain conseil. Il a demandé à les reposer à l'enregistrement. C'est ça, hein? C'est ça. Il a demandé à ne pas les poser. Ah, d'accord. Elles seront complétées la prochaine fois. D'accord, d'accord, oui, ça me paraît légitime. Alors, il y a déjà tout un tas de réponses. En assistant aux commissions, les réponses avaient été dites dans les commissions. Mais je pense que l'objet, c'est plus pour que ce soit communiqué à l'ensemble de la population. Je pense, enfin, je ne sais pas, on verra ça le moment venu. Parce que sinon, les réponses, on les avait en commission. Oui, mais une question. Donc, voilà. Alors, donc, voilà. Il y avait quand même une question qui m'intéressait aussi. J'aurais bien voulu, enfin, je l'avais déjà posée, mais j'avais jamais eu de réponse. Quelle suite donner au groupe de travail sur la sécurité routière réunie sur une seule fois? Oui, on l'a réuni qu'une seule fois et j'avais dit que je m'engageais à ce que ça soit réuni avant la fin de l'année. Exact. Donc, elle sera réunie avant la fin de l'année, il n'y a pas de souci. Les autres, moins importantes? Non, mais celle-là, on aurait pu se réunir. Oui, oui, oui. Normalement, c'était prévu tous les 6 mois, voire tous les ans. Ouais. Et on n'a jamais eu de réunion. On en a fait une. On a fait une. Pour une commune. Ouais, on a fait une au début et puis après, c'est tombé un peu en désuétude. De même qu'il y a des commissions qu'on n'a quasiment pas réunies, ou d'autres plus ou moins, peut-être pas assez. C'est juste, c'est juste. Ok, donc l'agenda. Jeudi, il y aura à 18h, il y aura le conseil d'administration du CCAS. Le 25, samedi 25, à 14h30 jusqu'à 19h, il y aura le thé dansant ouvert à tous. Donc, ce sera la même formule que celui de l'an passé, hein, à 12 € l'entrée. Il y a déjà eu de la pub qui a été faite dans la lettre d'info. Une nouveauté, l'Halloween de l'association des parents d'élèves, la bande des petits Essaumois, qui propose un défilé d'Halloween le samedi 1er novembre, à partir de 14h jusqu'à vers 17h, avec un départ salle polyvalente, devant la salle polyvalente place du Cygne. J'ai vu d'ailleurs que dans certains commerces, il y avait des petits flyers de pub qui avaient été déposés. Prochain conseil municipal prévu donc mardi 18 novembre. Et alors pourquoi le 18 c'est parce que ce sera le troisième et pas le deuxième, parce que le deuxième c'est le 11 novembre. Et le dernier de l'année, le 16 décembre. Réunion d'orientation budgétaire, comme chaque année, prévue le 6 décembre à 10h, de 10h à midi, en salle communale. Voilà, moi j'en ai fini avec les infos. Il y a peut-être des infos agenda que je n'ai pas mis. Moi je voulais préciser que l'évêque de Lyon organisait son deuxième marché de Noël, le 29
Alors ça, je ne l'ai pas dit parce que je n'avais pas l'information précise. Hein. Et d'ailleurs, on en a discuté au cours d'une réunion ensemble. Une formule plus étendue. Plus étendue, donc apparemment ça ne veut plus l'opportunité puisqu'on aurait maintenant des marchands itinérants qui se mettraient sur la place du ciment, ainsi qu'un manège pour enfants. Donc on a demandé d'ouvrir des boîtiers forains pour qu'ils puissent se pencher. C'est une bonne chose pour la commune si on arrive à donner un élan nouveau, parce qu'on était un peu dans le traditionnel, c'était déjà bien, il y avait des gens qui se mobilisaient pour le faire, mais si on arrive à faire mieux, dans l'intérêt de tous, c'est très profitable. Très bien, s'il n'y a rien d'autre, je pense qu'on peut arrêter, en vous remerciant. Bonne soirée, puis à bientôt pour certains, notamment ceux qui sont au CCAS, jeudi soir.